Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous connecter à l'essentiel et à nous découvrir aussi par la même occasion. Je crois que nous avons tous eu ce petit moment, on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Alors comme vous le savez, comme je vous ai annoncé dans le précédent épisode, c'est l'ONG Free Press Unlimited qui nous accompagne tout le long de cette fin de deuxième saison. Et c'est l'occasion de le remercier d'ailleurs d'avoir cru en ce podcast et d'avoir cru en nous. Cette ONG souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face au Covid-19. De ce fait, nous vous raconterons toujours les mêmes histoires, avec en bonus, à la fin de chaque épisode, un échange entre le docteur Steve Moukam et mon collaborateur Herman Com. Et pour rappel, pour soutenir le podcast, vous pouvez aller sur la plateforme Tipeee en tapant le nom du podcast tout simplement. Si maman m'avait dit, pas de panique, comme toujours, je partagerai le lien dans la présentation et je profite pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Apple, Google, Spotify ou encore la plateforme qui nous héberge encore. C'est le moment de passer à ma nouvelle invitée qui est Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Diane Audrey, bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Merci. Alors, si tu as déjà écouté le podcast, tu sais que la première question que je pose toujours à mes invités, au-delà de savoir comment ils vont, est de savoir, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Alors, j'aurais aimé que ma maman me dise qu'un parent pouvait faire du mal à son enfant. J'aurais aimé qu'elle me dise qu'un père pouvait détruire la vie de sa fille. Et surtout, j'aurais aimé qu'elle me dise qu'une maman pouvait ne pas avoir ce truc, ce lien avec l'enfant qu'elle a mis au monde. Voilà. C'est dit, ça me donne des frissons. Quelle est ta relation avec tes parents aujourd'hui qui t'amène naturellement à ce podcast et comment cette relation a évolué en fait dans le temps? De toi enfant à toi maintenant? Ok, alors enfant, j'ai eu une très belle enfance, vraiment heureuse. Mon papa et moi, on était très fusionnels. Maman, par contre, c'était assez tendu parce que c'était la dame de fer et tout. Et étant née dans une famille de 5, et je suis la première fille, donc je suppose que elle devait être un peu plus dure avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai perdu mon papa il y a quelques années, il y a 4 ans déjà, et nos relations déjà avant sa mort s'étaient vraiment détériorées. Mais vraiment, vraiment. Et la relation avec ma mère, de l'enfance jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais améliorée. Au contraire, elle s'est encore plus dégradée. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de mon expérience, de pouvoir raconter ce que j'ai traversé et surtout ce que j'ai découvert au bout de toutes ces années concernant mes parents. Qu'est-ce que tu as découvert concernant tes parents? Alors, j'ai découvert que, je vais dire comme ça, depuis temps blanc, que mon père en a après mon âme. On va dire comme ça, parce que étant déjà décédé, je peux pas avoir les réponses que j'aurais voulu avoir. J'ai toujours traversé, depuis que je suis à l'âge conscient, j'ai toujours traversé beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Vraiment, quand je dis pas dormir du tout, je n'exagère pas. Je dormais vraiment pas. Beaucoup de mauvais rêves et tout ça. Et aujourd'hui, je découvre que ma vie est allée en vrille comme ça parce que mon père en a décidé autrement. Et sa femme, qui est ma mère, je pense qu'elle a toujours su et qu'elle n'a rien fait pour me protéger. Alors, tu as quel âge? Là, je vais avoir 40 ans. Voilà, je vais avoir 40 ans dans quelques mois. À quel moment de ta vie tu as découvert que ton père en avait contre toi? Parce que tu parles un peu d'ailleurs au présent. Est-ce que tu considères que jusqu'à aujourd'hui, il en a contre toi? C'est à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Vers la rentrée 2019, quelques mois avant, on va dire, quand je me rends compte que vraiment ma vie va dans tous les sens, il y a rien qui va, quel que soit ce que j'entreprends, ça fonctionne pas. Je fais donc ce qu'on appelle un jeûne. J'appelle une de mes tantes et je lui demande comment on fait, quel jeûne elle peut me proposer parce qu'elle est très croyante. Et elle me propose donc ce jeûne de 3 jours, jeûne d'Esther, qui consiste à pas manger et pas boire pendant 3 jours. Alors au sortir de ce jeûne,
J'ai une cousine qui arrive à la maison et qui me dit « Mais écoute, j'ai rêvé de toi. » Et c'est une cousine qui a très souvent des rêves prémonitoires. « J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé qu'on était dans ta chambre couché et il y avait des caméras, enfin des télés allumées au plafond et tout. » Alors quand on demande la signification, un homme d'église, il nous dit « Mais ce sont des caméras que les ennemis placent pour être au courant de ta vie. » Il me demande « Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que à chaque fois que quelque chose veut aboutir, ça disparaît ?» Je dis « Mais c'est mon quotidien et j'en ai un peu marre. » Il me dit « Mais voilà, tant que ces caméras sont là sur ta vie, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu entreprends, ma fille, vraiment, ça fonctionnera pas. » Alors, un matin, j'ai une cousine qui m'appelle et qui me parle des bains spirituels et tout. Et je lui dis, mais attends, tu vas même faire ça? Où et comment ça se passe? Elle me dit, vraiment, ça dépend de ton problème. Et puis, je lui demande donc, OK, là où tu vas aller, mais amène-moi la prochaine fois que tu pars, parce que vraiment, je suis un peu fatiguée de tout ce qui m'arrive et que je ne comprends pas. Donc, ce fameux matin, on va voir cette dame-là, qui est communément ce qu'on appelle chez les Bamileke, Meuniesi. Donc, on va la voir. Et quand j'arrive chez elle, ça me fait encore rire parce qu'elle prend du sel et se met à verser partout. Et elle demande à ma sœur, mais tu viens avec qui comme ça? Et ma sœur qui lui dit, tu la connais, c'est ma cousine et tout, machin. Donc la dame, elle me raconte des choses, vraiment très vraies, très vraies. Et je lui demande, oui, d'accord, vous me dites tout ça, mais ça me répond pas à ma question parce que je sais. Je te coupe un instant juste pour dire que une main ici, c'est quelqu'un qui voit. Voilà, pour que les personnes qui ne savent, qui s'interrogent puissent comprendre. Donc je lui dis, OK, je comprends tout ce que vous dites, mais ça répond pas du tout à ma question. Qui me fait ça? Parce que forcément, ma vie ne peut pas être allée dans tous les sens comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Elle me dit, mais ma fille, si je te le dis, tu me croirais pas. Donc, le plus important pour toi, c'est de faire tes prières de délivrance. Et puis, après, toi-même, tu sauras. Donc, elle me dit tout ce qu'il faut et tout. Il fallait utiliser tous ces produits que les catholiques utilisent et tout pour... Et au sortir de là, avec ma cousine, je dis à ma cousine, mais j'ai ma petite idée sur l'histoire, mais vraiment, je veux pas me prononcer. Quand toi, tu rentres là, quand tu repars, après m'avoir accompagnée, demande-lui. À toi, elle te dirait. Et si elle te répond, fais-moi un SMS. Donc, c'est comme ça... Arrivé à l'entrée de chez mes parents, puisque j'y vivais à l'époque. Arrivé à l'entrée, je reçois le SMS qui me dit « c'est ton père ». Et donc, là, en route, je suis paniquée. J'appelle ma sœur, ma petite sœur, parce qu'on est deux filles. Je l'appelle et puis je lui dis « mais tu peux pas croire ce qui m'arrive ». Elle me répond « ah ben je te l'avais toujours dit, cette maison, je t'avais toujours dit de pas y rester. Moi, je sentais ces choses-là, c'est pour ça que je suis partie depuis. » Et je peux plus revenir là. Non, voilà, je t'avais toujours dit. Et maintenant, tu confirmes ce que je te disais. Et ce qui est plus difficile, c'est que la dame m'a dit, ma fille, aujourd'hui, comme tu es au courant, vraiment, même s'il faille que tu dormes dans la rue, dans une poubelle, ce serait mieux, tu serais mieux en sécurité dehors que dans cette maison-là. Donc, quand tu rentres, vraiment, je sais pas où tu vas aller, tu prends juste tes affaires, tu prends ta fille et vous foutez le camp. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en pleine route. Je sais pas comment faire. Je finis de discuter avec ma sœur et puis je me dis OK. J'ai des amis fidèles, donc j'appelle une et je lui expose un peu la situation. Je lui dis je t'envoie ma fille parce que nos filles vont à la même école. Je t'envoie ma fille et vraiment tu la gères d'abord le temps que je trouve une solution à tout ça. Et c'est elle qui me dit mais si tu m'envoies ta fille, toi tu vas aller où? Non, faut venir à la maison. On va se serrer. Tu connais ton beau, il t'aime bien donc y a pas de problème. En parlant de son mari. Donc c'est comme ça que j'arrive à la maison. Je me mets à ranger quelques affaires, prendre les tenues de l'enfant et tout. Et puis à l'époque, je vivais avec ma nièce. Et je me dis, comme c'est moi qui avais sa charge, je pars avec elle aussi. Donc, je prends les deux enfants, j'arrange les valises et puis je me dis, OK, il y a mon frère qui est à la maison, mon petit frère. Je vais quand même lui dire ce qui se passe. Et quand j'en parle à mon frère qui avait des relations vraiment hyper tendues avec mon père. Alors là, c'était l'eau et le feu dans la maison. Et je suis étonnée par ce revirement-là. Il me dit, mais écoute, je peux jamais croire que mon père était sorcier. Je ne peux jamais croire que mon père pouvait faire du mal à ses enfants. Donc, ce que tu me racontes là, c'est des conneries. Plus il parle, plus j'ai cette sensation que ce n'est pas avec mon frère que je suis en train de parler. Donc, plus il est en train de parler, plus il s'énerve, plus je regarde ses yeux et plus je me rends compte que non.
Ça, c'est pas normal. Mon petit frère, en temps normal, ne prendrait pas le parti de son père comme ça. Donc, j'arrête la discussion et puis je lui dis, OK, on en reste là. Je prends mes affaires et puis je m'en vais avec les enfants. Alors avant de continuer, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait finalement que tu dis ça à ton petit frère et ta petite sœur? Parce qu'on pourrait se dire que sous le choc, tu prends juste tes affaires, tu fuis et après tu expliques. Qu'est-ce qui fait que tu prends le temps de leur expliquer? Et aussi ma question c'est, tu vas avoir 40 ans et tout ça date d'il y a 2 ans. Pourquoi tu as mis autant de temps pour te questionner sur tout ce qui t'arrivait? Et quel a été le cheminement pour réagir ou te réveiller en 2019? Je décide d'en parler à ma petite sœur parce qu'on est très proches. Et c'est vrai, quand la dame me dit ça, enfin, quand ma cousine m'envoie le message que je reçois, je me rends compte qu'effectivement, elle m'a déjà, pas une fois, pas 2 fois, dit de ne pas rester dans cette maison. Ça, vraiment, elle m'a toujours dit ça. Mais ne reste pas dans cette maison, tu peux pas progresser, tu vois pas, tu n'as même pas le sommeil là-bas. Moi-même, j'avais pas le sommeil, mais je sais pas pourquoi tu reviens là. Et sauf que, bon, les réalités ont un peu voulu que je revienne là après avoir perdu mon boulot. Donc, tout ça, c'était, comme on dit, il y a un tracé. C'était comme ça que ça devait se passer. Et mon petit frère, il est dans la maison. On s'entend bien aussi. Et je me dis, mais faut pas partir comme ça. Il y a quelqu'un dans la maison, faut quand même, parce qu'il est très lié aux enfants, faut quand même donner une explication. Parce qu'il n'allait pas comprendre, me voir sortir comme ça avec la valise et tout. Et puis, c'était pas lui le problème. Donc, c'est pour ça que je décide de lui en parler. Et donc, tu arrives chez ton ami qui t'accueille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? Parce que sur le coup, là, tu réagis en tic-tac. On t'annonce la nouvelle, tu pars. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives chez ton ami? Alors, quand j'arrive chez mon ami, je suis perdue. Et elle est là, elle me regarde. Et les enfants sont là, ils me regardent et ils me demandent pourquoi on vient là. Et je leur dis juste, on va passer quelques temps chez Tata. Vous connaissez, vous les enfants, donc ça va, quoi. Et mon ami qui me regarde et elle me dit, mais c'est quoi cette histoire que tu me racontes? Je lui dis vraiment, moi-même, je ne sais pas. Je suis un peu perdue, je ne sais pas ce qui se passe. Mais toujours est-il que voilà la situation. Et au vu de tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai traversé, vraiment, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que la vérité, c'est que mon père était dans les ordres, c'est-à-dire dans la Rose-Croix. Et on a toujours pensé, on nous a toujours dit, lui-même, il nous a toujours dit non, c'est pour la protection de ma famille. Donc, ça fait que, étant très proche de lui, quand j'étais petite jusqu'à l'adolescence même, tout ce qu'on pouvait me raconter me concernant et tout, non, j'y croyais pas. Or, vraiment, il y avait déjà des choses qui se disaient. Donc, à un moment, je me suis demandé, mais quand je reviens, après avoir perdu mon boulot, quand je reviens là, c'était vraiment, non, là, c'était la totale. C'était toutes les nuits, je dormais pas. Quand je fermais les yeux, même si je dors à 1h du matin, à 2h30, non, je dois me réveiller. Parce que si à 3h, je suis endormie, non, c'est terrible. Le genre de rêve que je fais, non, c'est terrible. C'était juste effroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un rêve qui t'a marqué? Alors, parmi tous ces rêves-là, celui qui me marque le plus, c'est celui où je dormais avec ma nièce. Elle avait 2 ans à l'époque. Je dormais avec elle et elle avait du mal à s'endormir. Donc, je l'ai mise sur ma poitrine pour qu'elle s'endorme. Et à un moment, donc, dans le sommeil, je rêve. Et puis, je rêve quoi? Je rêve que ma nièce est en train de pleurer devant ma porte. Et je me demande, mais pourquoi l'enfant la pleure devant la porte? Pourtant, elle a dormi ici avec moi. Et j'entends ma mère qui sort de sa chambre. J'entends le bruit de sa porte. Et j'entends comment elle dit, mais l'enfant la pleure où? Je me dis, mais tiens, si ma mère l'entend, c'est qu'elle pleure réellement. Or, elle a dormi avec moi ici, que j'essaye un peu de toucher, parce que je sens qu'elle n'est plus sur ma poitrine là, je sens pas de poids. Je me dis donc, ok, que j'essaye de toucher là où elle dort, d'habitude, pour voir si elle est là. Et quand je touche à cette place-là, je rencontre plutôt une grosse forme humaine, une grosse personne. Et du coup, j'enlève ma main et je me mets à dire, Seigneur Jésus, Seigneur, qui est sur mon lit comme ça? Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Donc, je me mets à prier dans mon cœur. Et puis, c'est comme ça qu'au bout de quelques minutes, je me réveille de ce rêve-là. Mais ce qui me marque, c'est que quand je me réveille, l'air est lourd. Vraiment, jusqu'à ce moment-là, j'avais jamais compris cette expression. Mais ce jour-là, vraiment, ce jour-là, j'ai compris. L'air était lourd. Vraiment, c'était terrible, cette sensation-là. Et je me suis dit, non, mais là, c'est clair, je suis pas seule dans ma chambre. Vraiment, là, c'est clair. Moi, c'est le rêve qui a fait, non. Je suis entrée dans ce jeûne et puis les choses se sont, voilà. Donc, c'était vraiment terrible. Et donc, de chez mon ami, là, je commence mes prières. Je commence mes prières avec la dame. C'était deux, elle et sa sœur.
sœurs. Et ce qui me marque pendant les prières, c'est que à chaque fois que la femme priait, elle donnait un objet, elle appelait un objet qu'il y avait chez nous. Donc, un objet qu'il y avait chez nous. Comment ça? Un objet comme on avait à l'époque, enfin je sais pas, peut-être c'est encore là, on avait une poule blanche avec un bec rouge à la maison. On avait cette colombe qui est accrochée au plafond. On avait cette panthère qui est à l'entrée. Et puis, quand la dame priait, elle priait et disait que la personne, d'accord, se transformait. Donc, dans ses prières, comme ça, j'entendais comment elle parlait et elle criait. Oh, il se transforme en machin. Et après, comment ça s'appelait? Coq rouge, coq blanc avec un bec rouge. Je me calme, c'est quand même assez particulier. Après, elle me dit un esprit de colombe. Je m'arrête. Après, elle me dit un esprit de panthère. Et là, je me dis non, mais attends, c'est quand même beaucoup de coïncidences. Elle n'est jamais arrivée chez nous. Comment ça se fait? Et là, vraiment, c'est là que je prends conscience que, mais attends, ce n'est pas de la blague. Parce qu'à un moment, on veut encore accorder le bénéfice du doute malgré tout. Mais là, je me dis, c'est quand même un peu gros, ça. Qu'elle sache, qu'elle appelle tous ces animaux-là et que par coïncidence, qu'ils soient tous là chez nous, c'est quand même un peu gros. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu arrives chez ton ami et le moment où tu commences à faire ses prières? Comment tu te sens? Les enfants? Est-ce que ton ami, tu resteras combien de temps chez ton ami? Ouais, je reste 1 an chez elle. Superbe amie, ça fait plaisir. Parce que c'est l'année après découverte. Comment ça se passe? Alors, cette année-là, c'est difficile. C'est difficile parce que je suis sans le sou, sans domicile. La petite doit aller à l'école. Et vraiment, heureusement, c'est une super amie. Vraiment, elle a tout pris en charge, le déjeuner de l'enfant, tous les goûters, tout. C'est elle et son mari qui s'en occupaient. Parce qu'il fallait absolument que je trouve de l'argent pour acheter des produits pour ma délivrance. Et vraiment, les produits de délivrance, ça coûte pas 5 francs. Et dans la mesure où je n'avais pas 5 francs, donc j'ai encore appelé cette bande de super amis que j'ai et elles ont tout fait. Alors, est-ce que tes amis connaissaient ton père, connaissaient tes parents? Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils t'ont directement cru? Oui, mes amis connaissaient mes parents et vraiment, elles n'en revenaient pas. Vraiment, c'était compliqué parce que connaissant mon père, c'était quelqu'un de souriant, de gentil, de très calme, de posé. Vraiment, celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et c'était difficile. Mais elles savent aussi que je ne suis pas du genre à me lever comme ça et à raconter des histoires. Donc, du coup, là, elles m'ont dit non, mais quand j'ai essayé un peu de leur raconter parce que mes problèmes de sommeil et tout ça, elle connaissait même. Elle se disait que toi tu aimes trop la vie, c'est pour ça que tu dors pas. Donc quand j'ai essayé un peu de leur raconter ce que je ne leur avais pas dit pendant toutes ces années-là, tout de suite non, elles ont compris, elles m'ont dit ok, de toutes les façons on va voir le reste devant, tant que ce sont des prières, ça fait pas de mal. Donc nous on va gérer ça. Et vraiment elles ont tout géré, vraiment tout. Donc j'ai fait environ 8 mois de prière chez cette dame-là. C'était où? C'était à Bipanda, dans un quartier à Bipanda. Donc 8 mois de prière, c'était difficile. J'avais la mine malade et tout le monde me demandait mais Marie-Laure, qu'est-ce qu'elle a? Comme tout le monde qui voyait mes amis demandait mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, mes amis disaient juste non, elle va pas bien et tout, mais ça va aller bientôt. J'avais vraiment la mine malade, mais vraiment, c'était digne d'un film nigérien ce que je vivais, même pendant les prières. Alors, avant de savoir ce qui s'est passé durant les 8 mois de prière, si tu peux en parler, moi j'aimerais savoir, c'est à partir de quel moment que tu as commencé à faire des rêves? À partir de quel moment tu as compris que ce que tu vivais n'était pas normal? C'est-à-dire, quelles ont été les situations dans lesquelles tu as vécu? Tu dis par exemple, tu as perdu ton emploi. Les situations vraiment bizarres, où toi tu t'es dit que mais, comme on dit chez nous, c'est la malchance ou c'est quoi seulement? Alors, là, quand je commence à travailler, on est en 2006. Quand je commence à travailler, je perds mon boulot en 2013. Voilà, je perds mon boulot en 2013. Et déjà, donc de 2006 à 2013, je vivais plus à la maison, j'étais en location. Et puis en 2010, je me marie avec le père de ma fille. Et puis en février 2011,
Dès que la petite naît, on se sépare. Vous divorcez? Enfin, parce que tu dis vous vous séparez, vous vous divorcez? Oui, là, donc à ce moment, je demande le divorce et puis le divorce est prononcé quelques années après. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te motive à divorcer à ce moment-là? Alors, c'est vraiment ce que d'autres appelleraient une broutille. C'est vraiment une histoire de cigarettes, de boissons. Et puis, disons que la manière dont il a répondu quand je lui ai posé la question, non, j'ai pas digéré. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec le recul, je me rends compte que c'était quelque chose qui devait arriver. Et puis, on était placés comme ça. Les gens avaient voulu ça comme ça. Et puis, voilà, c'est arrivé. D'accord. Aujourd'hui, tu estimes que c'est une broutille, mais sur le coup, durant cette période, pour toi, c'était pas une broutille? Non, pour moi, c'était pas une broutille. Vraiment, je suis quelqu'un d'assez caractériel. J'aime, comme on dit, je n'aime pas qu'on se foute de moi. Alors, mon ex-mari à l'époque, il savait ce que je pensais de la cigarette. Je sors pas avec les fumeurs, ça, il le savait. Et donc, je me suis dit, OK, dans la mesure où tu te mets à fumer, ou tu te mets à boire, à rentrer tard, et sachant pertinemment que l'odeur de la bière me dérange, ça veut dire que, mais là, tu pousses un peu. Ça veut dire que c'est du mépris, ça veut dire que tu as arrêté de me respecter. Et donc, je lui ai dit, écoute, avant notre mariage, je t'avais dit, dès qu'on s'est rencontrés, j'aime pas la cigarette. La bière, tu peux la boire, d'accord. Mais préviens-moi pour que je sache que quand tu vas rentrer le soir, tu vas sentir la boisson, que je me prépare, parce que je supporte. Tu peux boire du whisky ou machin, mais vraiment, quand c'est le maïs là, non, ça me dérange. Donc, si j'ai pris la peine de te prévenir et qu'aujourd'hui, tu décides de faire autrement, mais ça veut dire que là, tu me cherches des problèmes. Et tu te dis, parce que tu m'as épousé, je peux plus aller nulle part, je suis coincée là. Je te dis non. Je t'avais prévenu. Ça faisait 8 ans qu'on se connaissait. Et toutes les années, il m'a dit, mais épouse-moi. Donc, au bout de 8 ans, si je dis oui, il faut pas que quand on entre là-bas dedans, là, tu commences à me sortir une habitude que je ne connais pas. Non. Ça veut dire que tu as été faux, tu as été hypocrite. Et ça, je vais pas pardonner. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce jour-là, moi, j'étais encore chez les parents en congé de maternité quand ma cousine, une petite cousine que j'avais laissée à la maison, constate qu'il y a des cartons de cigarettes dans la poubelle. Et elle connaît mon rapport avec les cigarettes. Et elle appelle ma mère. Et elle dit à ma mère, mais demande à Marie-Laure si elle sait que tonton fume. Et ma mère, qui sait qu'on parle pas de mes histoires comme ça, lui répond, non, je vais pas lui dire, je vais dire à sa tante. Et elle appelle sa sœur pour lui dire, et sa sœur qui lui dit, moi, non, je parle pas. Appelez sa sœur. Donc, c'est ma sœur, donc, qui m'appelle et qui me demande, est-ce que ton mari fume? Je dis non. T'es sûr? Je dis non. Et puis elle me dit, écoute, voilà. Donc lui, quand il arrive, je lui demande, il me répond, que ceux qui t'ont dit ça, continue à leur demander. Et donc là, j'ai dit ça. Moi que tu réponds comme ça, je te pose une question sérieuse et il dit, mais oui, c'est ce que je dis. Faut aller leur demander. Je dis ok. Comme c'est ce que tu me réponds, comme tu sors d'ici là, ne reviens pas. Et puis c'était comme ça. Avec le recul, tu te dis que c'était stupide? Avec le recul, non, pas stupide. Mais je parlerai peut-être encore. Je prendrai pas une décision comme ça. Je parlerai encore, je martellerai encore que non, arrête et tout ça. Donc, mais pas stupide, non. D'accord. Ça, c'est une des choses où tu t'es dit que tu n'étais pas toi. Parce que une des choses où tu t'es dit, j'ai pris une décision autant pour moi, où je n'étais pas spécialement totalement moi. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres choses qui t'ont fait te dire que non, c'est vraiment très bizarre? Oui, il y a eu autre chose. Alors, après mon divorce, là, j'ai rencontré quelqu'un. Et on avait des projets de mariage, mais 2 mois avant, plus aucune nouvelle. Elle a disparu comme ça, pas d'appel, rien du tout, aucun problème, rien. J'écrivais, il répondait pas, j'appelais, il répondait pas. Et donc là, j'ai fait vraiment une grosse dépression. Parce que j'étais déjà d'abord dépressive, j'avais des envies de suicide. J'avais plus rien pendant, je suis restée chez nous là pendant 7 ans. Donc pendant les 7 ans là, j'avais plus rien du tout. Vraiment, je me levais le matin, je voyais juste ma fille là, et puis je me disais, ok, pour elle, je vais faire un effort, mais vraiment, j'avais plus rien du tout. Donc après la disparition de cette personne-là, alors là, je me suis dit non. Là, c'est très grave.
Il faut vraiment... Et on est en quelle année là? Alors là, on doit être en 2018. D'être en 2018. Et qu'est-ce qui se passe entre 2018 et 2019? Qu'est-ce qui se passe? Alors, entre 2018 et 2019, donc quand je me rends compte qu'ok, de ce côté-là, ça donnera pas non plus, quel que soit ce que j'entreprenais, le projet que je mettais sur pied, il capotait. Là, vraiment, j'ai commencé à penser à mettre fin à mes jours. C'était la première fois que cette idée te venait ou tu avais déjà eu des idées de suicide? Est-ce que tu as essayé de te suicider d'ailleurs ou tu n'as jamais passé à l'action? Non, j'ai jamais essayé de me suicider. Mais c'était vraiment la première fois que cette idée-là me venait. Mais qu'est-ce qui t'a donné, comment cette idée est née en toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai envie d'en finir? Quels étaient tous ces malaises ou ce malaise qui t'empêchait finalement de voir la lumière devant? Quand on reste persécuté pendant 7 ans, quand on ne dort pas la nuit, quand on entreprend tout, rien ne donne, quand on a l'impression que on est répulsif, personne ne vous aborde, vraiment rien du tout, il y a rien de bon dans votre vie, il y a rien, mais vraiment quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. Il y a rien qui fonctionne, il y a rien. Tu fais pas de bonnes rencontres, les mecs ça te fuit, tu es sans le sou et en plus tu es dans la maison là avec tout le bavardage et tout, des amis. J'ai des amis, mais à un moment je me suis même renfermée parce que je voulais pas que mes problèmes impactent sur elle, donc je me suis renfermée sur moi-même et c'est un jour où je n'en pouvais plus, j'ai appelé ma meilleure amie et puis je lui ai dit je sens que je vais pas vivre longtemps. Et elle était au boulot, elle me dit, c'est quoi ça? Je dis non, je sens. Et je sentais la mort. C'est-à-dire, plus je sentais les taux se resserrer. Vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais je sentais que mes jours étaient comptés. Je sentais que mes jours étaient comptés parce que chaque jour, un nouveau rêve, chaque jour, un nouveau cauchemar. Je sentais que mes jours étaient comptés. Et puis, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais je sens que je vais pas vivre longtemps. Donc, si je meurs, tu sais, ce qui est important pour moi, avec ma sœur et les filles, je sais que vous prendrez bien soin de la petite, vraiment, et elle se met à paniquer, elle se met à pleurer. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça, vraiment? Là, il faut que tu quittes d'abord ta maison, là. Faut d'abord venir ici. Donc, c'est comme ça qu'elle m'envoie l'argent de transport et elle me dit, non, viens d'abord là, tu viens ici, là, tu viens me déranger ici, là. Vraiment, ton bavardage, là, je suis pas encore fatiguée de ça. Donc, c'est comme ça que je vais chez elle et puis, j'ai fait plus d'un mois chez elle. Et quand je reviens, c'est le même tralala. Jusqu'au jour où, je fais ce fameux rêve-là et puis, les choses s'enchaînent. Je vais chez mon ami et puis je commence mes prières. 8 mois de prière. C'est quoi 8 mois de prière? Parce que tout à l'heure, tu disais, on ne te reconnaissait pas. Tu étais lessivé, tu étais fatigué. Ta mine était pâle. C'est quoi ces 8 mois de prière pour qu'on comprenne ce que tu as vécu? Pendant ces 8 mois de prière, c'était... beaucoup de produits qu'on utilise sur toi, vraiment tous ces produits-là que les prêtres exorcistes utilisent. Les parfums Saint-Michel-Archange, les épées de Saint-Michel, les encens, c'était toutes ces choses-là. Les poudres à canon, les machins. Donc, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Et c'était et sel béni, celle de ceci, celle de cela, il y en avait au moins 15. Des parfums le sang de Jésus, donc des trucs comme ça, là. C'était, fallait faire les prières avec, fallait entrer dans l'encens. Vraiment, c'était, tout ça, là, ça lessive. On a l'impression que c'est rien, tu es assise là et puis les gens prient autour de toi là, mais c'est après la prière que tu te demandes, attends, j'étais assise, j'ai rien fait, mais pourquoi je suis autant fatiguée, pourquoi? Et ces 8 mois de prière, c'était beaucoup de jeûnes. Oh non, faut pas faire ci. Ah, faut faire la neuvaine comme ça. Ah non, faut faire encore telle neuvaine. Oh non, faut encore faire ceci. Oh, faut faire tes prières. Oh, faut faire comme ça. Beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Faut pas avoir de rapport sexuel. Il faut pas faire ceci. Il faut pas boire de l'alcool. Il faut pas. Tout ça pour que les prières soient efficaces.
Alors, la question que certainement tout le monde se pose, c'est est-ce que ça a marché? Est-ce que ces 8 mois de prière ont atteint leurs objectifs? Je dirais que ça a marché en partie. En partie, pourquoi? Parce que quand on est né, parce que c'est après d'ailleurs que j'ai appris que je suis née dedans. Et effectivement, quand je nais, mon père est déjà dans cette société secrète-là. Donc, quand on est né dedans, vraiment 8 mois de prière sur 40 ans, sincèrement, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il faut beaucoup plus de temps. Mais au sortir de ces prières-là, j'ai retrouvé mon sommeil. J'ai retrouvé mon sommeil, c'est-à-dire maintenant je dors. Je sais ce qu'on appelle dormir. Avant, je savais pas ce que c'était dormir. Vraiment, avant, je savais vraiment pas. Et même, c'est depuis, avant même d'avoir mis la main sur savoir que non, c'est des cauchemars qui m'empêchent de dormir et tout. Je savais pas ce que c'était de dormir. Aujourd'hui, je dors toute la nuit. Je me réveille le matin, je me rendors. Je dors. Mais aujourd'hui, tout le monde me dit, tu savais pas que le sommeil était sucré. Toi qui n'aimais pas le sommeil, tu ne savais pas que le sommeil était sucré comme ça, là. Maintenant, je dors. Donc vraiment, au moins sur ce côté-là, j'ai retrouvé mon sommeil. Et qu'est-ce que tu n'as pas retrouvé? Qu'est-ce que je n'ai pas retrouvé? Ah, j'ai pas encore retrouvé de boulot. Mais je suis sûre que ça viendra, c'est en chemin. C'est en chemin parce que, dernièrement encore, j'ai une amie qui me disait, mais ton marché passe déjà, hein. Ça veut dire que les prières ont fonctionné. Donc, elle disait ça en rigolant comme ça. Mais, je vois. Aujourd'hui, j'entreprends des choses. Et voilà, j'ai cette volonté-là que je n'avais plus avant. J'ai cette volonté-là. L'échec ne me fait plus peur. Recommencer ne me fait plus peur. Donc vraiment, mon état d'esprit a vraiment totalement changé. Après ces 8 mois de prière, oui. C'est là où tu as vu la différence? Oui, tout à fait. Après ces 8 mois de prière là, j'ai entrepris de faire un petit commerce, d'accord. Puis, ben voilà, ça fonctionne assez bien, surtout à Douala. Comme j'ai dû partir pour aller à Yaoundé parce que je voulais un peu m'éloigner de tout ça et de la famille. Donc, j'ai préféré partir. Donc, ça prend encore un peu de temps pour Yaoundé, mais à Douala, ça va. Et puis, j'entrevois d'autres choses. Super. Parlons de ta mère. Et avant de vraiment approfondir sur ta maman, ton père te chassait même en étant décédé? Oui, même en étant décédé. Et ça, je l'apprends il y a quelques mois, pendant le décès du cardinal Toumi. Donc, je décide de contacter Monseigneur Cléda. Je décide donc de le contacter et je crie à l'aide parce que je suis consciente que non, peut-être les prières des dames ont fonctionné, m'ont beaucoup aidé, mais je sais que ce n'est pas fini. Je sais que ce n'est pas fini. Donc, je le contacte et puis je demande de l'aide. Et heureusement, il me répond le soir même, chose assez difficile quand même quand j'ai les retours des gens. Il est très pris. Donc, je me dis, OK, quand Dieu décide, hein, c'est lui qui dispose. Donc, il me répond et on discute un peu et il me dit, OK, lui qui est très occupé, il va me recommander à un prêtre. Alors, il me recommande donc à un prêtre qui est dans un monastère, le père Kwando. Et c'est avec lui donc que j'échange. On entreprend donc de faire une neuvaine et au sortir de cette neuvaine-là, je reçois un message de Monseigneur Cléda qui me dit mais ma fille, écoute, le père Kwando m'a dit des choses, m'a fait des révélations terribles. Ton père était dans des sociétés secrètes et il t'en veut énormément, il te cherche. Donc on va commencer un autre travail et moi je vais intégrer cette nouvelle neuvaine là parce qu'il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses à faire qui sont importantes. Et il me dit à un moment, on veut bien pardonner, on veut bien ne pas répondre, mais il y a des situations où on est obligé et chez toi c'est compliqué. Donc, va discuter avec le père Kwando et puis quand tu discutes avec lui, tu lui donnes ton OK sur ce qu'il va te demander et là, on engage. Donc, quand je repars vers le prêtre, il me dit mais il faut qu'on ait ton accord parce que on a constaté que même si on fait nos prières et tout et qu'on laisse ça comme ça, mais tu seras toujours sujet à ce genre de choses. Toujours. Donc, là, on n'est pas obligé d'appliquer la loi de Moïse, qui est œil pour œil, dent pour dent. Donc, on a besoin de ton accord pour qu'on le fasse. Et moi, je dis, mais j'ai une fille à élever, j'ai envoyé personne nulle part. Donc, si c'est la chose à faire, si ce n'est que mon accord qu'il faut pour me protéger, moi et ma fille, moi, je le donne. Vraiment, advienne que pourra, à qui que ce soit. Je n'en ai rien à faire. Vraiment, toute ma vie, j'ai dû bagarrer. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Émotionnellement, je suis fatiguée. Moralement, je suis fatiguée. Même physiquement, je suis fatiguée. Donc, on n'a qu'à
le faire. Et donc, c'est comme ça que il me dit, OK, il a compris parce que, avec ces mots même qu'il a utilisé, hein, ma fille, votre père en a après votre âme. Et là, je me suis dit, mais même dans la mort, il ne me laisse pas, c'est compliqué. Ton père est décédé il y a combien de temps? 4 ans. À quel moment de votre histoire, vos relations se sont détériorées? Est-ce que tu as grandi aussi en sachant que ton père était rosicrucien? Est-ce que tu t'es jamais posé de questions ou finalement c'était les réponses que tes parents te donnaient te confortaient? J'ai toujours su qu'il était rosicrucien, toujours, puisqu'on est né dans ça. Il y avait ça partout dans la maison, des signes partout. Et à des moments même, quand on était petit, je m'en rappelle, nous-mêmes on y allait, je m'en rappelle, on y allait. Et nos rapports se détériorent, surtout quand je décide de me marier, parce qu'il n'est pas d'accord avec mon choix. Donc là, nos rapports en prennent un sérieux coup. Et depuis lors, ils se sont pas vraiment amélioré. Donc là, ça a empiré quand j'ai perdu mon boulot et que je suis revenue là à la maison. Donc là, c'était non, c'était pire, Et je me dis que aujourd'hui, hein, que ça devait être comme ça. Et aussi, je me dis aujourd'hui que, enfin, j'ai plus de doute, on va dire, sur le fait que ce soit lui, parce que j'ai vu comment il aidait les gens. Les gens venaient tout le temps à la maison, là. Il y a des gens qui venaient à la maison, ni tout, machin, non, ils viennent pour se faire aider et tout, ni, enfin, si je peux appeler ça de l'aide. Et je me demande, mais pourquoi mon père étant un grand maître rosicrucien, parce qu'il était, hein, pourquoi je n'ai pas le sommeil dans sa maison? Il pouvait faire ça. Il avait le pouvoir de faire ça, de traquer, je sais pas moi, ou les sorciers ou machin. Pourquoi je n'ai pas le sommeil dans sa maison? Et en plus, je lui en ai parlé. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, ouais, mais c'est rien, prends cet insigne-ci, tu mets ta photo, tu mets de l'eau, tu mets sous ton lit. Chose que j'ai jamais fait d'ailleurs. C'est Dieu seul qui sait pourquoi. Peut-être j'aurais même scellé quelque chose là-bas sans le savoir. Donc aujourd'hui, même avec ma famille, c'est compliqué. Avec ta mère, avec tes frères, tes sœurs? Oui, avec ma sœur, ça va parce que elle est focus dessus que non, elle doute pas. Mais avec mes frères, c'est compliqué parce qu'ils me croient pas. Ils me croient pas du tout. Ils me disent que je sabote leur père partout, que je vilipende son nom. Et même ma mère, hein, elle me dit que je traite son mari de sorcier et tout. Donc. Alors revenons un peu à ta maman, parce que élément clé, moment de départ même de ce podcast. Quelle est la relation ou quelle image tu as de ta maman enfant? Comment tu grandis avec cette femme? Tu dis tout à l'heure, je pense qu'elle était au courant. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle était au courant qu'elle a mis de la distance entre vous pour ne pas avoir mal, par exemple? Avec ma mère, aussi loin que je m'en souviens, hein, nos relations n'ont jamais été une relation de mère à fille. Déjà, ma mère voyageait beaucoup, donc elle nous a pas vraiment élevés. C'était toujours ses sœurs ou les domestiques qui étaient là. Mais elle a une relation très particulière avec ma sœur. Une relation que elle et moi, on n'a vraiment jamais eu. Et aujourd'hui, j'ai des souvenirs qui me reviennent où elle me disait toujours, mais c'est ton père, c'est pas ton mari, c'est mon mari, sache-le. Donc, quel que soit ce que tu fais, il sera jamais à toi, machin, donc des trucs comme ça. Donc, vous avez une sorte de relation une sorte de rivalité. Tout à fait. Qui venait d'où? Enfin, avec ton recul aujourd'hui. Pourquoi une maman peut penser que sa fille veut accaparer son mari? Aujourd'hui, je me dis que peut-être parce que j'étais la femme spirituelle de son mari. Et donc, qu'elle le savait. Et puis voilà. Et encore, il y a ce souvenir qui me revient. Une fois, mon père travaillait dans un village et il y a amené mon grand frère qui a vu sa maîtresse. Il est revenu. Ma mère n'a rien dit. Il y a amené ma petite sœur qui a vu sa maîtresse. Elle est revenue. Ma mère n'a rien dit. Et c'était mon tour d'aller le voir là-bas. Et quand je reviens, oh là, c'était grave. Ouais, mais tu vas les maîtresses de ton père. Oh, tu fais des trucs dans mon dos. Et trucs comme ça, et des trucs comme ça. Je me dis, mais attends, je suis la troisième à aller là-bas. Tout le monde là a vu la femme là, hein, et j'ai pas entendu de bruit. Pourquoi c'est quand c'est mon tour que ça bavarde? Est-ce que tu en veux à ta mère? Oui, je dirais pas non. Oui. Pourquoi? Je lui en veux parce que elle ne m'a pas protégée. Je lui en veux parce que j'ai l'impression qu'elle m'a jamais aimée. Jamais. Parce que il y a jamais rien de bon me concernant qui sort de sa bouche. Alors, là, c'est un peu compliqué. Quand on est maman, de toujours dire du négatif sur sa fille, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et le pire, c'est que elle ne parle pas. Même ma sœur lui a demandé dernièrement, mais est-ce que tu as une dent contre Marie-Laure? Il dit non. Il dit, mais comment ça non? Elle dit, mais non. C'est son père qui avait dit que quand il va mourir, il va beaucoup souffrir. Et ma sœur qui lui dit, mais attends.
Et toi, tu as fait quoi quand il t'a dit ça? Est-ce que tu lui as renvoyé ses paroles? Il a levé les épaules. Et ma sœur qui lui a demandé, mais si ça avait été moi, est-ce que tu serais restée silencieuse? Bah, évidemment que non. Comment aujourd'hui tu élèves ta fille après avoir vécu tout ça? Enfin, comment tu l'élèves en fait? Parce que c'est beaucoup de choses. Pour ma fille, déjà, depuis que tout ça s'est passé, je la tiens déjà. D'abord, éloignée de sa grand-mère. Parce que je me dis, quand on n'aime pas l'arbre, on peut pas aimer le fruit. Donc, je la tiens éloignée de sa grand-mère. C'est vrai qu'elle ne comprend pas. Elle me pose souvent des questions. J'arrive plus ou moins à lui dire quelque chose. Mais vraiment, moi, je suis pas comme ma mère. Et vraiment, je remercie vraiment le ciel pour ça. Je suis pas comme ma mère. Je suis très câline. Je sais encourager ma fille. Je sais lui dire à chaque fois que je l'aime. Je sais lui dire qu'elle est forte. Je sais lui dire qu'elle est brave. Je sais l'encourager, vraiment tout ce que ma mère ne faisait. Pourquoi c'est important pour toi de le faire? Simplement parce que je me dis que on peut choisir de devenir quelqu'un d'autre. On peut choisir d'être différent de ce qu'on a appris. On peut choisir d'être différent des personnes qui nous ont élevés. Alors, il me reste 3-4 questions. Ma question là, c'est comment tes parents étaient? Ils étaient heureux? Est-ce que dans ton enfance, c'est la famille parfaite? Ou déjà, même si tu étais proche de ton père, tu sentais qu'il y avait un problème avec ta mère? Quel regard tu avais sur tes parents? Est-ce que tu avais l'impression que ton père aimait ta mère? Est-ce que ta mère aimait ton père? Alors, mon père, aussi loin que je m'en souvienne, c'est toujours plein. C'est toujours plein de ma mère. Ma mère a un caractère très fort. Et lui, il était plutôt très calme. Donc, c'était des fois des bagarres, c'était toujours des mots, ouais, mais j'aurais dû épouser quelqu'un d'autre, vraiment, c'est que j'en suis pas là, ouais. Aujourd'hui, c'était des reproches comme ça. Donc, déjà, oui, ils avaient leur moment de complicité, mais c'était aussi beaucoup de bagarres et puis des querelles et tout ça. Donc, voilà. Est-ce que tu essayais de parler avec ta mère en tant qu'adulte, après avoir fait toutes ces prières, tout ce parcours? Est-ce que tu as essayé de, je sais pas si c'est affronter ta mère, mais parce que si tu disais tout à l'heure, mon père n'est plus là, donc j'aurais certainement pas de questions, de réponses à mes questions. Est-ce que tu te dis pas que ta mère peut avoir des éléments de réponse? Est-ce que tu n'as jamais voulu la confronter? Est-ce que même dans tes prières, tu as souvent demandé à ce qu'elle te parle? Alors, une fois, on a eu une petite réunion de famille, ma mère et mes frères, et puis deux de ses sœurs, où j'expliquais justement tout ce qui m'arrive. C'était après, non, c'était même pendant mes prières avec les dames là, où j'expliquais tout ce qui m'arrive et tout. Et j'ai vu tout cela, ce qu'ils pensaient. Chacun a dit ce qu'il pensait. Mes frères, ils me croient pas, je raconte n'importe quoi. Père m'aimait beaucoup et tout ça, machin. Donc ils comprennent pas pourquoi je raconte tout ça. Ma mère, pareil, elle a suivi. Mes frères, je raconte n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Alors que pendant que son mari était encore en vie, c'est toujours elle qui disait, c'est un sorcier. Mais direct, quand il meurt, non, c'était le mari parfait. Dans quel cadre elle disait que son mari était un sorcier? Parce qu'elle était énervée ou pas? Parce que des fois, même quand tu es énervé, tu me dis que ma soeur, c'est une sorcière. Dans quel cadre elle disait que son mari était un sorcier? Mais dans le cadre vraiment sorcier, genre, il voulait la tuer. Et que elle lui rappelait souvent ça, que quand tu es venu m'épouser, on t'a dit dans notre village que si mon pied bouge, c'est toi et toute ta famille qui bougeait. Donc, tu ne peux rien me faire. Et tout ça, donc, c'était vraiment dans le sens propre du terme. Tu sais si ta mère s'est mariée à ton père en sachant qu'il était déjà rosé chrétien? Oui, elle savait. Et elle, ça l'a jamais dérangé? Non. Alors, des fois, on dit que les personnes qui sont dans certaines sociétés secrètes ou loges, en tout cas, etc., sont des personnes puissantes. Est-ce que ton père était un homme puissant? Puissant, mystiquement, oui, il était. Vraiment, oui, il était. Il était la référence pour beaucoup. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait plein de personnes qui venaient à la maison pour plein de problèmes. Et donc, oui, il était puissant mystiquement. Et même, on a eu une vie assez aisée, je vais dire. Pardon. Et la vie aisée venait du fait qu'il aidait les gens ou venait de ce qu'il gagnait de par son travail? De par son travail, je pense. Par son travail. Il a commencé à travailler très tôt. Et il est entré dans toutes ces choses-là très tôt. Très tôt, il était encore... je sais même pas s'il avait 20 ans à l'époque quand il y est entré. Et dans ta famille directe, dans tes frères ou tes sœurs, personne n'a voulu suivre ce chemin? Non. Mon père a plutôt voulu... enfant, on nous imposait, ma sœur et moi, mais pas ces garçons. Juste ma sœur et moi. Pourquoi, selon toi? Comme on dit, ces gens-là, ils savent, Ils savent quand tu viens au monde, ils voient ton étoile, ils voient tout ce que tu peux faire. Donc, ils te choisissent, même déjà, étant dans le ventre. Donc, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Parce que ma sœur et moi, on est quand même, comparé à mes frères, les deux têtes fortes de la famille. Si ta mère t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Ben, je vais lui demander pourquoi. Même comme je sais qu'elle ne me répondra pas. Mais je vais quand même lui demander pourquoi et je vais lui demander comment est-ce possible d'avoir une enfant et puis de bousiller sa vie comme ça, de ne pas vouloir qu'elle progresse. Et tout le temps là en train de demander, ouais, mais envoie-moi de l'argent. Et des fois, je lui demande, mais attends. J'ai envie de lui demander, mais attends, tu me demandes quel argent? Quand tu as tout pris, quand ton mari et toi avez tout pris, vous voulez que je vous donne quoi? Et je peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Comment tu penses que ta sœur vit entre vous deux? Comment elle trouve sa place selon toi? Alors, on a une chance parce que malgré le fait que, le côté obscur de mon père, il nous a quand même assez bien élevés. Il nous a appris à faire la part des choses. Ma mère a toujours été celle qui veut cogner les têtes. Mon père a toujours été celui qui recadre. Donc, cette rivalité-là, ma mère a voulu qu'on l'ait depuis, étant déjà enfant. Mais je sais pas comment. On a toujours su faire la part des choses. Ma sœur aujourd'hui, elle est triste. Elle est triste pour moi. Et elle me dit, mais ma sœur, écoute, je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas quoi te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est, de continuer à faire ton devoir d'enfant. C'est-à-dire, si tu peux l'appeler, tu l'appelles. Si tu as quelque chose à lui envoyer, tu lui envoies. Et, vraiment, fais l'effort de ne pas lui en vouloir. Et moi, je lui dis, mais je suis trop vieille pour commencer à construire une relation là avec elle là maintenant. Non, c'est mort. C'est mort, je suis trop vieille là. Donc je préfère que les choses restent comme elles sont. Tu pourrais le faire si tu as l'impression qu'en face ta mère est sincère, qu'elle te dise la vérité, tu pourrais? Si j'ai l'impression qu'elle me dit la vérité, je me pose pas la question puisque je sais qu'elle fera pas ça. Elle peut pas, elle ne dit rien. Elle ne dit rien, mais vraiment rien du tout. Ses sœurs lui ont demandé. Elle est devenue c'est-à-dire aujourd'hui quand elle entend un bruit, elle sursaute. Quelqu'un entre sans prévenir, elle sursaute. Et on lui demande, mais pourquoi tu sursautes? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as sursauté comme ça quand quelqu'un passe, tu sursautes? Qu'est-ce que tu as fait? Mais parle, dis ce que tu as fait. Dis ce que tu as fait et on va voir si on peut t'aider. Et là, elle reste muette. Donc, je sais qu'elle peut rien dire. Elle ne peut rien dire du tout. Qu'est-ce que ta mère a fait, tu penses? Mais je pense que déjà de ce qu'elle a avoué de sa bouche, elle a béni, comme on dit. Ma sœur, quand tu as plusieurs enfants et puis tu choisis celle à qui tu donnes tes bénédictions. Ça, elle a dit. Et aujourd'hui encore, elle nie ce qu'elle a dit. Et sauf qu'on était deux, ma sœur et moi, à l'entendre. Et je pense aussi qu'elle savait, c'est tout. Et elle n'a rien fait. Je sais pas si c'est parce qu'elle n'est plus en possession elle-même de tous ses sens. Je sais pas. Mais elle sait. Et le problème, c'est pas seulement moi, non. Je suis sûre que si on creuse, mes frères même, peuvent pas être sortis indemnes de tout ça. À ta fille qui nous écoutera, qu'est-ce que tu lui dis? Mais à ma fille, je lui dis, comme je lui dis tous les jours, que mon amour pour elle ne tarira jamais. Et que je chante toujours. Hier encore, j'écoutais cette chanson de Patience Dabani qui dit l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Mais bon, aujourd'hui encore, j'écoute ces chansons, mais je me dis, c'est pas toujours le cas. Donc, je dis à ma fille que, voilà, elle n'a pas écopé encore de mes erreurs. Et d'abord, je mets ça toujours en prière, que quel que soit ce que j'ai fait, quelle que soit la personne qui veut nuire à ma fille, même si c'est moi, que je sois frappée. Parce qu'un parent a le devoir de protéger son enfant. Si tu ne protèges pas ton enfant, qui va le protéger? Pas le dehors en tout cas. C'est pas le voisin, c'est pas la sœur. Non. C'est une mère. Une mère est reliée à son enfant par le cordon. Ça dit tout. Le père peut ne pas être là, mais la mère, je comprends pas que, même si c'est par césarienne qu'on a accouché, ça, c'est des douleurs quand même. Donc, ma fille, c'est tout. C'est que je ferais n'importe quoi pour elle. Et c'est que si je devais choisir, s'il m'était donné de choisir entre ma vie et sa vie, je n'hésiterais pas. Ma mère, tu lui demandes aujourd'hui, elle va pas accepter, mourir pour ses enfants. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà de reprendre mon autonomie financière, parce que là, je l'ai pas encore, de pouvoir prospérer dans mes affaires, ou alors trouver un bon boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Vraiment, c'est elle, je suis focus sur elle, quoi. Donc, je veux qu'avant de fermer les yeux, je vois la personne qu'elle devient. Alors, on sait jamais. Peut-être que dans nos auditeurs, il y a des chefs d'entreprise ou des personnes qui peuvent avoir un bon plan pour toi. Quelle est ta formation? En tout cas, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai une formation en
en ticketing. Et puis... c'est quoi ticketing? Ticketing, vente de billets d'avion sur Amadeus. Et puis, j'ai une formation en tant que contrôleur documentaire, c'est-à-dire contrôle des documents de voyage, savoir si un passeport est faux, un visa est faux. Donc, si par exemple, il y a une personne qui travaille dans une agence de voyage, elle peut te contacter et te recruter. Oui. Tout à fait. Ta fille a quel âge aujourd'hui? 11 ans. Est-ce que tu te souviens de toi à 11 ans? De moi à 11 ans? Non, pas vraiment. Alors, à la petite fille ou la jeune femme de 20 ans, parce que tu auras bientôt 40 ans, qu'est-ce que tu lui dis à cette femme qui a eu 20 ans il y a 20 ans? Je lui dis de continuer, braver les épreuves de la vie, parce que c'est clair que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et aujourd'hui, je suis fière de la personne que je suis. Vraiment, sans me vanter, je le dis, je suis une bonne personne. Et mes amis que j'ai, c'est depuis 25 ans moi, peuvent le confirmer. Je suis une bonne personne et ce n'est pas grâce à ma mère que je le suis et non pas non plus totalement grâce à mon père, non. Alors tu m'as contacté il y a quelques jours sur Facebook et je regarde très peu malheureusement les messages de ma page Facebook, mais on a un peu échangé. Pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast et comment tu te sens après l'avoir fait? C'était important parce que je voulais partager mon histoire. Très souvent je lis des commentaires dans certains groupes Facebook et tout ça où on dit ouais mais faut honorer ton père et ta mère, tes parents sont tes dieux sur terre et tout ça, et moi je peux pas toujours venir à visage découvert et dire ouais mais qu'est-ce qu'on dit de ceux qui en veulent à la vie de leurs enfants, qu'est-ce qu'on dit de ceux qui détruisent leur vie et tout ça. Donc vraiment je tenais à partager mon expérience pour que les gens comprennent que quand on voit un enfant réagir d'une certaine façon avec un parent, vraiment, faut pas juger. Il ne faut pas juger du tout parce que vous ne savez pas de quoi il retourne. La fête des mères, c'était hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Voilà, avant-hier. Et j'ai même pas pu appeler ma mère pour lui dire bonne fête des mères parce que ça aurait été hypocrite. Je pense pas. Donc, je l'ai pas appelé. C'est triste. Alors que moi, c'est vrai, ma fille ne savait pas que c'était la fête des mères, mais j'ai eu le droit à une très bonne journée. Elle m'a fait un petit déjeuner et elle a préparé des boulettes de viande toute seule pour moi, ce jour-là, sans même savoir que c'était la fête des mères. Comme ça que ça devrait être une relation mère-fille. La fête des mères, c'est tous les jours. Voilà. Alors, aux personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimerais dire comme dernier message? Comme dernier message, je veux dire qu'ils se méfient vraiment. On a l'habitude de dire qu'un malheur ne vient jamais de loin. Mais là, vraiment, cette expression-là a tout son sens. En ce qui me concerne. Donc, vraiment, faut se méfier. Faut toujours prier. Il faut garder la foi. Vraiment, c'est important. Si je n'avais pas gardé la foi, c'est que je suis pas là aujourd'hui. Et comment tu te sens après avoir participé à ce podcast? Je me sens, on va dire, libérée parce que j'en avais, à part à mes amis, j'en avais encore jamais parlé. Donc, ces temps-ci, j'essaye de mettre ça sur écrit quand j'ai du temps. Mais là, vraiment, parler comme ça à quelqu'un et me dire que ça peut aider et réveiller d'autres personnes, ça me soulage. Écoute, c'est le but d'être dans un espace de bienveillance. Et merci beaucoup pour ce moment, pour ce partage et de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Ils sont environ 10 000 par épisode. Ah. Voilà, chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce nouvel épisode de Si Maman m'avait dit. J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, ses doutes vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. Bien entendu, comme d'habitude, je reçois souvent beaucoup de messages de personnes qui veulent rentrer en contact avec nos invités. Si nous donne l'opportunité de le faire, son email par exemple, on pourra vous l'envoyer sans souci. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire, sur Twitter par exemple, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Et c'est le moment maintenant de passer le mic à mon cher Herman Komke, donc mon collègue, qui va échanger autour du Covid-19, de cette pandémie, avec le docteur Steve Moukam. Et j'espère vous retrouver d'ici tôt, en tout cas dans 2 semaines. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci Diane. Alors, chers amis, nous sommes de retour avec le Dr Steve Moukam pour parler du COVID-19. Dans l'épisode précédent de Si Maman m'avait dit, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est le COVID-19. Alors aujourd'hui, nous revenons avec de nouvelles interrogations, notamment au niveau des infections des cellules humaines. Naturellement, ma question, Dr Steve, comment le virus infecte les cellules humaines? Merci Emma une fois de plus pour l'occasion que vous me donnez de venir parler des questions relatives au COVID-19 et de la santé
sensibilisation irrelative. Donc, à la question de savoir comment le virus infecte nos cellules, déjà, lorsque nous sommes en contact avec une personne qui est malade ou qui est infectée par le coronavirus, lorsque le virus entre dans notre organisme à nous, il entre dans les différentes cellules, il détourne la machinerie enzymatique, ou alors tout ce qui est capable de faire le métabolisme de notre cellule. Il détourne tout ce procédé-là à son profit. Ce détournement-là va aboutir à la production des particules virales qui, à la fin, vont aller infecter d'autres cellules et faire le même travail. Vous voyez qu'à la longue, on aura une production importante de plusieurs particules virales qui vont aller infecter d'autres cellules, qui vont aller infecter d'autres organes et entraîner donc toutes les différentes manifestations auxquelles nous pouvons assister. Merci, docteur. Une fois le virus présent dans le corps humain, quels sont les signes et symptômes qui peuvent nous aider à suspecter un cas de COVID-19? Déjà, Eman, ce qu'il faut comprendre, c'est que les manifestations du COVID-19 ne sont pas que respiratoires. Parce que pour beaucoup, il faut forcément juste tousser, il faut juste avoir une difficulté respiratoire. Non, on peut avoir des manifestations qui sont beaucoup plus cachées. Certes, les manifestations respiratoires sont au premier plan, mais le COVID-19 peut affecter beaucoup d'autres organes. Il peut affecter notre cœur, il peut affecter notre foie, notre rein, il peut affecter même les yeux, le cerveau, et on peut même avoir des manifestations au niveau de la peau qui peuvent nous orienter à suspecter un cas de COVID-19. Déjà, les symptômes qui sont les plus retrouvés, nous avons une fièvre, une toux et une fatigue, c'est-à-dire une fatigue très importante. Ça, c'est un signe que je retrouve très fréquemment chez les personnes chez qui j'ai déjà eu à diagnostiquer un cas de COVID-19 positif. Mais en plus de ça, on peut avoir une difficulté respiratoire, on peut avoir des courbatures, c'est-à-dire des douleurs au niveau des articulations, on peut avoir des céphalées, des maux de tête, des vertiges ou même des douleurs thoraciques. En plus de ça, nous pouvons aussi avoir comme symptôme une obstruction nasale, une perte du goût et de l'odorat, une sensation même de chaleur interne sans fièvre au départ, et on peut aussi avoir comme symptôme des démangeaisons qui peuvent nous orienter vers le COVID-19. Donc, ce qu'il faut également préciser, c'est que tous ces symptômes ne sont pas tous présents chez le même patient au même moment. Et également, nous voulons préciser que dès le départ, les symptômes orientent facilement vers un début de paludisme. Ce qui fait en sorte que dans l'histoire, vous verrez des patients qui vont vous dire « j'ai commencé par traiter le paludisme ». Mais en tant que clinicien, en tant que praticien, lorsque nous recevons des cas pareils, nous devons toujours avoir en arrière-plan que derrière un paludisme entre guillemets banal peut se cacher un cas suspect de COVID-19. Alors, docteur, une fois un patient testé positif au COVID-19, quel doit être son circuit pour sa prise en charge? Déjà, le test de dépistage, lorsqu'il est réalisé dans une unité de prise en charge, nous avons des protocoles qui sont bien définis. Premièrement, pour un cas qui est testé positif, une unité déjà de counseling est apprêtée et formée pour cela. Le patient est informé sur son statut, il est informé également sur les conséquences que le COVID peut avoir sur sa santé et il est également informé sur les conséquences que cela peut avoir dans son entourage. Par la suite, on procède à un triage qui vise à classifier le patient. Est-ce qu'il s'agit d'un cas de COVID léger, il s'agit d'un cas modéré ou alors il s'agit d'un cas sévère? On évalue les comorbidités. Est-ce que c'est un patient qui est diabétique? Est-ce que c'est un patient qui est hypertendu? Est-ce que c'est un patient qui est âgé? Tous ces paramètres vont nous aider à classer le patient et à mieux le prendre en charge. Est-ce qu'on fera un suivi à domicile ou alors on fera un suivi en milieu spécialisé? Merci, Dr. Steph, une fois de plus pour tous ces éclaircissements sur le COVID-19. Merci Yaman pour l'invitation. Alors, chers amis, nous vous donnons rendez-vous à la fin du prochain épisode de Si Maman m'avait dit avec notre partenaire Free Press Unlimited pour parler toujours du COVID-19. Et cette fois-ci, nous allons aborder comme terme modalité de traitement du COVID-19. D'ici là, à bientôt.